Ce qui est très intéressant, et chose curieuse, d'ailleurs une fois de plus, l'Europe on n'a pas beaucoup parlé, la France pas du tout, mais c'est pas étonnant. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un peu maintenant, il y a 3 semaines, à Tianjin, près de Pékin, avec la grande réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai. Si je vous dis ça, vous allez tous vous dire, bah oui, j'ai vu qu'il y avait un truc qui s'est passé là-bas, ouais, bon. Alors, qui y avait là-bas? Eh bien, quand vous regardez une carte de l'Asie, vous apercevez qu'à part le Japon et la Corée du Sud, il y avait tous les pays d'Asie. Tous. Hein? Mieux que ça, on va y revenir, il y avait l'Inde. Mieux que ça, il y avait tous les pays d'Asie centrale, jusqu'à l'Azerbaïdjan, qui étaient représentés comme observateurs et parce qu'ils veulent rentrer. Et l'Arménie, qui veut rentrer aussi. Et alors vous dites bien, attends, pourquoi pas, on voit une carte avec, si vous montez une carte du monde, là, il y a une grande zone comme ça, on dit, ah ouais, c'est intéressant ça. Mais alors si je vous dis, est-ce que vous avez regardé que ça représente plus de 40% de la population mondiale? Ah. Si je vous dis, est-ce que vous avez regardé que ça représente, avec la Russie qui était venue dans l'organisation de Shanghai, j'ai oublié de vous la citer, si vous avez regardé que ça représente pratiquement 50% de l'économie mondiale. Ah, un peu plus de 50% de l'économie mondiale. Si vous regardez et vous vous apercevez que ça représente aussi entre 40 et 50% au niveau du monde, au niveau des mines et au niveau des énergies. Mais alors là, vous vous dites, attends, mais c'est énorme. Et oui, on va avoir bientôt une réunion du G7, vous pourrez comparer les chiffres du G7 avec ceux-là. Le G7 représente moins, aujourd'hui, de 27% du PIB mondial. Vous voyez? Alors, l'OCS, c'est quoi? L'OCS, au départ, c'est une organisation qui a été imaginée par les Chinois, par les Russes, par quelques pays d'Asie centrale et quelques pays d'Asie tout court, mais qui ensuite s'est agrandie parce que tout le monde s'est dit il faut qu'on ait une organisation de sécurité qui nous protège par rapport aux Occidentaux. Tiens. Parce que les Occidentaux, ils font la guerre partout, on y reviendra, et comme ils font la guerre partout et qu'ils imposent leurs solutions partout, il faut que nous, on arrive à se défendre. Tout seul, on a du mal, mais en groupe, on est beaucoup plus fort. Ça, c'était la base de l'organisation de Shanghai. Et là, pourquoi ça s'est passé à Tianjin? Ça, c'est intéressant, c'est le dessous des cartes. Pourquoi ils ont fait cette réunion de Shanghai à Tianjin, le port de Pékin? Le port qui est à côté de Pékin. Eh bien, c'est pour... Avec les Chinois, il faut toujours regarder ce qu'il y a derrière. Il ne faut jamais regarder le facial, il faut dire pourquoi ils ont fait ça. Ben, ils ont fait ça pour nous dire, il y a 200 ans, plus de 200 ans maintenant, presque 300 ans, d'ailleurs 300 ans, oui, 300 ans, les Occidentaux sont venus mettre en l'air l'Empire chinois. L'Empire chinois a été, jusqu'aux années 1720, la première puissance mondiale. Pendant qu'on était, nous, en train de conquérir le monde, il y avait cet empire de Chine qui était là. Et les Anglais avaient occupé l'Inde, comme vous savez. Les Anglais ont occupé l'Inde, et puis en Inde, ils faisaient de la production de cannabis, d'opium. Ils faisaient de la production de cannabis et d'opium, et les Anglais se sont dit, ça c'est bien, ça peut rapporter de l'argent, mais il ne faut pas qu'on en vende en Inde, parce que ça va bousiller la population indienne. Alors ils ont une idée géniale, ils ont dit, il y a un énorme empire à côté, on va leur vendre la drogue. Alors ils sont arrivés, ils ont vu l'empereur de Chine, et puis ils lui ont dit, ben voilà, on va vous vendre. Et l'autre, qui n'était pas fou, a dit, mais vous êtes malade, si vous vendez ça chez moi, eh bien mon pays, mon empire sera foutu. Et donc je l'interdis. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien les Anglais ont fait la guerre aux Chinois pour imposer ça. Et le premier endroit où ils ont été pour démarrer la guerre contre l'Empire de Chine, c'était le port de Tianjin. Donc quand ils se sont réunis à Tianjin, c'était pour nous dire,
et la fin de l'histoire. Vous avez dominé le monde, c'est vrai, vous nous avez démolis pendant 300 ans, on revient. Comme dirait Trump, c'est pas America is back, c'est China is back. China Empire is back. Donc, vous voyez, là, ça devient quand même, on commence à regarder les choses autrement. Entre parenthèses, les Français aussi, on avait contribué, on a aidé les Anglais à imposer la drogue là-bas. Hein. Donc, on n'est pas été, c'est pas très glorieux. Les Chinois, ils n'ont pas oublié tout ça. Et quand vous discutez avec les Chinois, ils vous disent, en 2049, ça sera le 100e anniversaire du Parti communiste chinois, eh bien, en 2049, c'est gentil, merci, hein, en 2049, on sera redevenu la première puissance mondiale. Ils le disent, c'est prévu, tous le disent, non pas depuis Mao, Mao a été un désastre, cet empereur communiste de Chine a été un désastre, mais les empereurs suivants, en particulier Deng Xiaoping qui a remplacé Mao, qui était un petit bonhomme d'1,50 m, qui avait été ouvrier à Paris chez Renault, donc il connaissait bien la France, hein, et Deng Xiaoping, le petit bonhomme, après la mort de Mao, la chute de Mao et la mort de Mao, Deng Xiaoping, il a dit, on a été écrasé par les Occidentaux, mais on peut les battre. Il faut pour ça réapprendre à travailler et réapprendre à réussir. Il faut qu'on retrouve un niveau qu'on avait avant, quand on était la première puissance mondiale. Je vous rappelle que, faut quand même pas oublier qu'à l'époque où nous, en 1492, Christophe Colomb partait vers l'Amérique avec 3 caravelles, vous vous en souvenez certainement, la plus grande, la Santa Maria, faisait 30 mètres, la plus petite, la Niña, faisait 17 mètres, des petits bateaux. Dans le même temps, à la même époque, en 1490, l'amiral Songre, qui était le chef, le patron de la marine chinoise, a fait le tour de l'océan Indien, on a les histoires, c'est raconté dans les mémoires des uns et des autres, il a fait le tour de l'océan Indien avec des bateaux en bois qui faisaient plus de 100 mètres de long, ce que nous étions incapables de construire avec nos charpentiers de marine en Europe. Donc vous voyez, donc ils avaient une avance considérable. C'était l'époque où ils avaient inventé la poudre à canon, souvenez-vous, qu'on a piqué chez eux. Après on a eu les arquebuses, on a eu tout ça, mais c'est eux qui nous l'ont donné. Hein, il y a eu plein de choses comme ça. Donc les Chinois, à Deng Xiaoping, leur a dit il faut commencer à travailler. Alors comment on va faire? Il a fait un plan, hein, donc il y a maintenant plus de 50 ans, hein, plus de 50 ans. Il a fait un plan en disant voilà, on ne sait plus travailler du tout. Écoutez bien tout ça parce que ça peut nous faire réfléchir aussi par rapport à ça, des choses qui se passent chez nous. Il a dit, on ne sait plus travailler du tout, donc il faut qu'on réapprenne à travailler. Les Chinois, ils étaient tous des fonctionnaires du parti. Donc personne ne foutait rien. Hein? Alors, il a dit, c'est fini, il faut qu'on change, comment on va faire? On va commencer par apprendre à travailler des produits de bas de gamme, puisqu'on ne sait pas travailler. Mais comme on n'a personne pour nous apprendre à le faire, on va faire venir les étrangers, les Occidentaux. Donc, ils ont attiré les Occidentaux en leur disant, vous allez produire dans notre pays, les coûts de main-d'œuvre sont très bas, il n'y aura pas de taxation à l'exportation, il n'y aura pas beaucoup d'impôts. Hein. Par contre, toutes les sociétés créées localement devront être créées localement avec 50% d'actionnaires chinois. C'était la seule contrainte qu'ils mettaient. Bon, évidemment, vous en souvenez, c'était la grande décentralisation. Tout le monde a dit, les produits à fort coût de main-d'œuvre, on va les faire en Chine, ça coûte beaucoup moins cher. Les Chinois, ils ont appris. Ils ont appris à travailler le bas de gamme. Et Deng Xiaoping, il avait dit, quand on sera bien, on aura un bon niveau au niveau du bas de gamme, alors on passera à la moyenne gamme. Donc on freinera les investissements étrangers en bas de gamme, on encouragera les entreprises étrangères à faire de la moyenne gamme chez nous, et bien entendu, en même temps, ça va faire monter le niveau de vie de nos Chinois, parce ils seront mieux payés, hein, et d'autre part, ça va nous obliger aussi à améliorer la performance au niveau de la formation, de l'innovation et tout. Très bien. Donc ça, c'était le deuxième temps. Puis il a ajouté, puis il arrivera qu'il y a un troisième temps, c'est quand on sera bon au niveau moyen, il faudra qu'on aille dans les produits de haute gamme. Et puis dans un quatrième temps, il faudra qu'on aille dans la high-tech. Et quand on sera arrivé dans la high-tech, à ce moment-là, on sera compétitif avec les Occidentaux, on sera capable, vu le marché chinois, la population chinoise, on sera capable de se replier sur nous-mêmes, c'est-à-dire de non plus de vivre
en exportant des produits, mais on sera capable de vivre tout seul. Hein, c'est marrant parce qu'on verra tout à l'heure que pour l'Amérique, c'est la même vision. Hein. On sera capable de vivre tout seul très bien. Alors bien sûr, si on fait de l'export, ça sera encore mieux, mais ce ne sera pas la clé. Hein. Et on aura repris notre place dans le monde. Et alors, qu'est-ce qui se passe depuis? Eh bien, si vous regardez, vous savez, la grande messe qu'il y a tous les 3-4 ans en Chine, on les voit tous dans une immense salle, hein, ils sont tous là, très sérieux et tout, puis il y a une grande ligne, c'est tous les membres du parti, du comité central du parti, et le secrétaire général du parti, ou le président, comme on l'appelle, en réalité l'empereur, parce que c'est ça, c'est l'empereur actuel, hein, et bien l'empereur dit voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on a fait, et chaque fois, il se réfère à Deng Xiaoping. Le dernier en date, Xi Jinping a dit, son dernier discours, il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant, hein, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit nous sommes arrivés à la 5e phase du plan du camarade Deng Xiaoping, hein, ça y est maintenant, on maîtrise les hautes technologies, on peut commencer à faire la bascule entre le marché extérieur et le marché intérieur. Le niveau de vie nous le permet, les choses ont changé. Et il a ajouté, ça c'est pour ceux qui pensent toujours au communisme, il a ajouté, et bien sûr ça va se faire en retrouvant les valeurs universelles confucianistes qui sont les nôtres. C'est-à-dire en plus en disant la tradition, l'empire ancien et autres. Vous voyez? Donc, alors tout ça c'est intéressant parce que jamais on en parle en France parce que personne ne lit les discours en question. Hein, il faut aller chercher chez les Chinois, chez les Américains ou chez les Russes pour voir la traduction de ces discours. Hein. En Europe, il y a eu un journal, je sais parce qu'à l'époque j'ai regardé, un journal qui en a fait la traduction, un journal de Bruxelles. Hein. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Ben, ça veut dire que la Chine, elle est dans un processus hein, sur lequel, ben, c'est très clair, hein, ils sont dans une ligne, ils vont devenir la première puissance mondiale et ils sont en train de conforter au fur et à mesure, méthodiquement, ça. Alors, dans ce cadre-là, ils ne sont pas fous, les Chinois. Ils ont bien compris que, et c'est ce qu'il faut, là il faut lire la déclaration de l'OCS, de la fin de la réunion de l'OCS, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont dit, les Américains, ils sont en train de vouloir changer les règles du jeu, hein, et ils veulent absolument des oppositions de blocs. Nous, les Chinois, on ne veut pas ça du tout. Nous, on ne veut pas la guerre. Et on y reviendra parce que Trump non plus. Hein. Nous, on ne veut pas la guerre. Nous, on veut faire du commerce, entre guillemets, parce que nous, les Chinois, on est les meilleurs commerçants du monde. Donc, si on fait du commerce, on va gagner. Et on peut faire du commerce parce qu'on peut faire de la multipolarisation, on peut faire des échanges au niveau mondial, parce qu'aujourd'hui, on a acquis toute la capacité pour ça. Alors, bien sûr, quand on vous dit ça, vous voyez souvent, on vous dit non mais c'est pas vrai, les Chinois ils vont mal. Hein. Vous vous rendez compte, ils sont à 4 à 5% de croissance par an, c'est lamentable. Et on est à combien nous? Hein? Quand vous voyez ça, quand vous vous dites mais comment on ose dire qu'ils vont mal parce qu'ils sont à entre 4, 5 ou 6% de croissance, alors que nous on est à moins de 1 et on n'arrive pas à faire plus dans pratiquement toute l'Europe. Non, ils sont continués à monter. Alors certes, ils sont plus à 7 ou 8, mais je vous rappelle quand même que la France, à l'époque des 30 glorieuses, entre 45 et 75, on avait des taux de croissance à 6 ou 7%. Hein. On l'a oublié ça. Hein. C'est que depuis mai 68 hein, qu'on a vu nos taux s'effondrer. Avant, on avait des taux de croissance très importants. Et justement, il faut se poser ces questions. Alors, donc, les Chinois, ils disent, on y arrive, et ils sont en train, méthodiquement, de mettre en place ce qu'il faut. Alors, 3 choses sur la Chine actuelle. La première, d'abord, il faut le savoir, c'est que dans la compétition mondiale, hein, ce qui est important, c'est la maîtrise, comme vous savez, c'est la maîtrise des technologies essentielles pour le futur. Alors, d'après l'ONU, hein, d'après l'UNESCO, enfin, l'OCDE plutôt, et les autres, le FMI, bon, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a 36, alors 35, 36, mais en moyenne c'est 36 technologies clés dans le monde.
36 processus pour le futur qui sont créés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les 36, 27 le leader est chinois. Et sur les 27, il y en a 10 où c'est un monopole chinois. Là, c'est encore plus simple. Là, les autres n'existent pas. Là, vous connaissez les terres rares. Hein. Je pourrais vous citer les éoliennes, hein, parce que les éoliennes, c'est 100% chinois, hein, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Les panneaux solaires aussi, c'est 100% chinois. Donc, je vous dis ça simplement pour vous dire que le meilleur allié des Chinois, ce sont les écologistes, hein, ça c'est clair. Ils ne le savent pas, mais moi je vous le dis. Hein, alors, ils ont des technologies qu'ils maîtrisent parfaitement et ils en ont 27. Alors, il en reste, comme vous avez bien vu, 8. Sur les 8, il y en a 3 qui sont des technologies maîtrisées par l'Europe. Et il y en a 5 par les Américains. Pas beaucoup quand même, hein, pour être le leader mondial. Et on comprend mieux pourquoi, d'un côté, Trump dit il faut qu'on capitalise par tous les moyens sur ceux qui nous restent comme point fort, donc les microprocesseurs, le spatial et autres, et pourquoi les autres vous disent on maîtrise déjà 27 technologies, on va continuer sur les autres. Alors vous me direz non mais ça c'est pas possible parce qu'on est tellement bon en Occident. Bon, regardez 2 choses, pour vous donner 2 exemples intéressants. Vous avez le spatial. Alors, le spatial, je vous rappelle que nous étions les rois du spatial avec Ariane, hein, les Européens, les Français et les Européens, bon, et que, depuis maintenant 3 ans, SpaceX nous a littéralement écrasés. Hein. On envoie, je crois, cette année, on va envoyer 5 ou 6 fusées dans l'espace. Les Américains, ils sont à près de la centaine. Hein. Mais ce qu'on ne dit pas, on ne parle pas, c'est les Chinois. Les Chinois aujourd'hui, hein, ils ont, avec la fusée Longue Marche, ils envoient presque autant ils font presque autant de lancements que les Américains, et surtout, ils travaillent sur le futur pour gagner, nous contourner et aller plus vite. Exemple, la station spatiale chinoise. Personne ne vous en parle ou presque, hein. Bon, elle est en construction actuellement dans le ciel. Bon, vous savez que la nôtre, elle arrive un peu en fin de parcours. Bon, mais on a mis plus de 10 ans à construire notre station spatiale en assemblant peu à peu les véhicules qui s'accrochaient et qui permettaient de la construire. Les Chinois auront terminé la leur en 3 ans. C'est-à-dire qu'ils ont été plus de 3 fois plus vite que nous pour faire leur station spatiale. Alors vous me direz, ouais, mais enfin, c'est une station spatiale. Ah ouais. Mais les Chinois ont été les premiers aussi à poser un engin sur la Lune, sur la face cachée de la Lune. Et là, croyez-moi, si les autres ne l'ont pas fait avant, c'est que c'est extrêmement compliqué, évidemment. Ça veut dire qu'ils maîtrisent des technologies de relais considérables, qu'on ne connaît pas. 3e élément intéressant sur le spatial, ils ont fait un essai, hein, parce que maintenant ça y est, ils ont fait un essai quantique, de liaison quantique, entre un satellite chinois et la Terre. Personne au monde n'est capable de faire ça actuellement à part eux. Vous voyez ? Alors, bon, ça veut dire que sur le spatial, les Américains disent avec SpaceX, avec Elon Musk, on est bon, mais les autres, ils sont en train de rattraper. Et sur les microprocesseurs, c'est très intéressant parce que là, c'était le président Trump, quand dans son premier mandat, il a compris le coup, hein, parce vous allez voir tout à l'heure, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que Trump, hein, vous décodez plus exactement ce que c'est que Trump. Quand Trump a compris que les Chinois avaient besoin des microprocesseurs américains pour progresser au niveau militaire et au niveau civil, il a dit, pas de problème, on les tient. Ils progressent très vite, mais on va leur enlever les microprocesseurs et ça va être fini. Et comme ça, on les tient. Après, je parlais de Taïwan, parce qu'il y a aussi il a fait un truc sur Taïwan, où je peux vous raconter tout de suite. Hein. Dans ce cadre-là, les Américains, Gerald Milley, le chef d'état-major de l'armée américaine, lui a dit au président Trump à l'époque, c'était son premier mandat, hein, il a dit, Monsieur le Président, il faut quand même que vous sachiez une chose, c'est que l'armée américaine, au niveau des fusées, au niveau des chasseurs, au niveau des sous-marins, et ainsi de suite, utilise des microprocesseurs de pointe qui sont exclusivement faits à Taïwan. Dépendance, donc, des Américains, de l'armée américaine de Taïwan. Alors, ils ont ajouté, bien sûr, c'est pour ça que nous avons dit qu'on défendrait Taïwan. Et Trump, il a dit, mais c'est idiot.
il a appelé les dirigeants des deux sociétés, TSMC, c'est une boîte qui s'appelle TSMC à Taïwan, il a appelé les dirigeants aux États-Unis, il leur a dit voilà, c'est très simple, on est votre plus gros client, alors on va faire un deal tout de suite, vous allez me construire 2 usines en Arizona pour faire les microprocesseurs. Les types ont dit mais non, on les fait à Taïwan. Et Trump, il a dit vous m'avez pas compris. Vous allez me les faire en Arizona, sinon vous aurez des problèmes. Quand Trump me dit qu'il y aura des problèmes, les gens deviennent prudents. Vous savez, c'est ce que disait Audiard. Michel Audiard disait quand un type de 150 kilos parle à un type de 50 kilos, il l'écoute. Évidemment. Hein, c'est classique. Donc c'est pareil. Donc ils ont commencé à construire les usines en Arizona et elles devraient normalement être terminées, elles ont pris du retard, elles vont être terminées en 27 à peu près, enfin l'année prochaine, au début 27, d'après ce qui se dit, ou courant 27. Bon. En théorie, à partir de 2027, donc les Américains n'en dépendent plus des puces de Taïwan. Conclusion, il n'y aura plus de problème à Taïwan. Taïwan va être lâché par les Américains. Et d'ailleurs, qui est assez bizarre, hein, il y a 15 jours, Trump a dit « mais Taïwan n'est pas un problème dans le cadre des négociations entre la Chine et les États-Unis ». Vous voyez ? Alors quand je vois dans nos journaux qu'on nous bassine les oreilles sur Taïwan et autres, hein, en oubliant complètement ce qui se passe sur le plan de la réalité, entre parenthèses, les bras m'en tombent. Mais j'ajouterais sur Taïwan, parce qu'après tout, c'est la Chine. J'aurais 2 choses sur Taïwan que les gens ne savent pas, mais qui vous permettra de réfléchir un peu à ce qui se passe. C'est que Taïwan, on est bon, oui, ça va. Taïwan, comment ça s'est fait, Taïwan? Taïwan, c'était une possession japonaise. Ça s'appelait Formose. Les Japonais avaient occupé, mais il y a 100 ans, ils avaient occupé Formose, c'était devenu une province japonaise. À la fin de la guerre, en 1945, les Chinois de Chiang Kai-shek, hein, pas ceux de Mao, les autres, hein, les Chinois socialistes de Chiang Kai-shek, avaient aidé les Américains à se battre contre les Japonais. Et il faut dire que les Japonais avaient envahi la Chine et qu'ils ont fait des horreurs absolues. Hein. Il n'y a pas un pays au monde qui a été aussi meurtri que les Chinois par les Japonais. Et donc, ils ont poussé ils ont aidé, ils ont contribué avec les Américains à battre les Japonais, et en récompense, l'ONU, à l'époque c'était la Société des Nations, en 1945, a donné à la Chine Taïwan. C'est bien dit, a donné à la Chine Taïwan. Alors, à l'époque, Chiang Kai-shek était le président de l'ensemble de la Chine, même si tous les mois il perdait du terrain parce que les troupes de Mao le poussaient dehors. Alors, en 1948, les troupes de Chiang Kai-shek, à la fin poussées par Mao, étaient dans la province de Fujian, qui est à côté de Formose, en face de Taïwan. Et là, Chiang Kai-shek, il a eu une bonne idée. Il a dit, moi, je peux plus rester, je suis battu militairement, donc je vais aller de l'autre côté. Je vais envahir Taïwan, qui appartient à la Chine, hein. Je vais l'occuper, et je vais en faire ma base. Et comme ça, les Chinois de Mao ne pourront pas venir me chercher. Et ce qui est vrai, alors qu'il est venu, il a massacré allègrement toute la population japonaise, hein, il n'y a pas eu beaucoup de survivants, hein, il s'est installé et il a créé la République de Chine, qu'on a reconnue. Hein. À l'époque, l'ONU et tout le monde a reconnu comme représentant de la Chine la République de Chine à Taïwan et non pas la grande Chine qui était occupée par Mao parce que c'était les communistes. Jusqu'au moment où le général de Gaulle a dit mais enfin il faut arrêter les bêtises. Ici il y a une petite île, là il y a un territoire énorme. Hein. Ici il y a 50 millions d'habitants, même pas, hein, 30 millions d'habitants. Là, à l'époque, ils étaient 700 ou 800 millions. Il a dit, il n'y a pas de problème, c'est eux qu'il faut reconnaître. Et il est allé en Chine et il a reconnu la Chine, et Nixon a suivi derrière, a reconnu la grande Chine. Et alors, on a laissé tomber la petite Chine, qui s'appelait la République de Chine, mais tout le monde a dit, on va garder les deux. Hein, c'est plus eux qu'on reconnaît vraiment, mais on les garde. Et à ce moment-là, Chiang Kai-shek, qui était encore le chef d'État, n'était pas encore mort, a dit, attention, la République de Chine que nous sommes est toujours la même que l'autre,
parce qu'un jour ou l'autre, on réenvahira la Chine. Dans sa tête, il voulait toujours aller réenvahir la Chine et chasser le communisme. Donc, si vous voulez, pour les Chinois de Taïwan, ils font partie de la Chine depuis toujours, puisqu'ils disent « nous sommes la Chine » avec les autres. Vous voyez? Alors donc, on voit que quand on nous raconte tout ce qu'on nous raconte maintenant, on oublie quantité de choses sur le début de l'histoire. Et j'ajouterais simplement, mais ça c'est pour clore le débat sur Taïwan, c'est que la dernière élection, c'était effarant d'ailleurs, il y a en France, en tout cas, les interprétations, je me souviens du journal télévisé qui était invraisemblable, on nous a dit, ça y est, il y a eu les élections à Taïwan, et les indépendantistes ont gagné la présidence et d'indépendantistes. Alors oui, c'était vrai. Moi, il faut regarder les chiffres, il faut être factuel. La présidente précédente avait été élue, 5 ans avant, avait été élue à Taïwan avec 65% des voix. Donc l'indépendantisme, si vous voulez, représentait 65% des voix à Taïwan. Le nouveau président a été élu avec 42% des voix. Donc c'est un président indépendantiste minoritaire. Bon. Alors déjà, ça veut dire que c'est plus, Taïwan ne rêve pas de la liberté totale, puisqu'il y a 42% des Taïwanais qui disent « ah ben oui, l'indépendance » par rapport à la Chine. Et ce qui est encore beaucoup plus intéressant, alors là, personne n'en a parlé en France, c'est que le Parlement taïwanais, c'est 111 députés. 61 députés sont pour le rapprochement avec la Chine, à la dernière élection. Donc vous voyez, le président est minoritaire et le Parlement est majoritairement pour un rapprochement, pas l'absorption, un rapprochement avec la Chine, dont le fameux Kuomintang qui était le parti de Chiang Kai-shek. Donc vous voyez, donc quand je commence à vous dire ça, ben vous verrez quand on va vous parler de Taïwan, vous ne verrez plus les choses de la même manière que tout ce qu'on vous raconte. Ben c'est ce qui se passe dans beaucoup de domaines. Alors, la Chine, je vous disais, qu'est-ce qu'elle a fait depuis, elle s'est développée, puis après elle s'est dit, mais quand même, il faut qu'on fédère un peu. Et ils faisaient peur, ils étaient gros, mais il faut fédérer. Donc ils ont passé un accord douanier avec tous les pays d'Asie, et là on y retrouve le Japon et l'Australie, il y a 13 pays, et cet accord douanier, comme le marché commun chez nous, comme l'Union européenne, ce marché commun, c'est le plus gros marché douanier du monde. 32,5% à peu près du marché du PIB mondial, quand, je vous rappelle quand même que le Mercosur, le Mexique, l'accord entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, ça fait 27%, et l'Union européenne, c'est 19%. Vous voyez, l'autre, il est quand même à 31%. Donc, c'est-à-dire que la plus grosse union douanière au monde, elle s'est faite vers la Chine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, évidemment, ça veut dire qu'ils sont partis pour avoir une libre circulation des marchandises dans tous ces pays. Alors, il y en avait un qui n'avait pas voulu céder. C'était l'Inde. Parce que l'Inde disait, moi, je ne veux pas tomber sous les fourches codines de la Chine, d'autant plus que je vais devenir une énorme puissance mondiale. Le FMI, je ne sais pas si vous savez ces chiffres, mais le FMI a dit, aujourd'hui encore, donc si vous voulez, c'est pas suspect d'être pro-chinois, ce sont les Américains, le FMI dit qu'en 2050, la première puissance mondiale, ça sera la Chine, la deuxième les États-Unis, la troisième l'Inde. Mais la projection suivante en 2075 dit 1, la Chine, 2, l'Inde, 3, les États-Unis. Et puis ça vous amuse, 4, l'Indonésie. Entre parenthèses, 3 pays de cette zone-là, ce qui montre bien que le centre du monde économique n'est plus en Europe et n'est plus aux États-Unis. C'est clair. Il a basculé de l'autre côté. Donc, ils ont créé cette union douanière et tout le monde se dit, mais c'est intéressant. Alors, les Japonais et les Australiens, ils sont rentrés. Donc, les Anglais espèrent, à travers l'Australie, pouvoir un peu avoir quelques bénéfices, quelques avantages de cette union douanière. Bon. Et les pays d'Amérique du Sud, qui sont très attaqués par les Chinois aujourd'hui, en particulier le Brésil est très appuyé par les Chinois, mais ça va plus loin que ça, au Pérou, eh bien, ils ont donné le statut de nation associée à l'accord douanier chinois aux Péruviens. Très important. Ça veut dire que ça va être le point d'entrée
de toute la zone de production et de commercialisation chinoise, enfin asiatique, ils vont tous passer par le Pérou pour aller dans les pays autour. Donc on voit bien que tout ça, il y a d'énormes... Et comme au Brésil, ils s'entendent très bien avec les Chinois, on voit bien que ça va créer un foyer énorme. L'Amérique du Sud est en train de basculer du côté chinois, à part les Chiliens et les Argentins, tous les autres sont en train de dire, mais c'est intéressant. On en parlerait parce que tout à l'heure, pour vous expliquer, du côté des Américains, ça leur pose évidemment de gros problèmes. Alors, je vais juste sur, je veux pas être trop long, mais pour aller sur pour vous parler toujours, pour terminer sur la Chine, et tout à l'heure je pourrais répondre à des questions s'il y en a. Un autre point très important, c'est la militarisation de la Chine ou la défense de la Chine. Et là aussi, il faut quand même raison garder. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres. Le budget militaire des États-Unis l'année dernière a été de 1000 milliards de dollars. Pas mal. Le budget de la Chine a été de 300 milliards de dollars. Donc moins, à peu près, si vous voulez, allez, en gros, 30% en gros du budget américain. Alors, si vous regardez les années précédentes, à l'époque, avec Biden, le budget était il y a 3 ans à 770 milliards. Les Chinois étaient, à l'époque, à 230 milliards. Et on s'aperçoit qu'en réalité, les Chinois, ils suivent, en pourcentage à peu près, ils sont au tiers de l'investissement américain. Alors pourquoi ? Eh bien là, s'il y a des militaires dans la salle ou qui ont été militaires, ils le savent. En attaque militaire, il faut 3 fois plus de moyens qu'en défense. Les Chinois sont en situation défensive par rapport aux Américains. Ils ne veulent pas investir plus, c'est pas la peine. Ils investissent de quoi faire face aux attaques américaines si les Américains voulaient attaquer la Chine, ce qui était vrai à l'époque de M. Biden, puisque le président Biden avait dit en 2022, en décembre 2022, à Xi Jinping à Genève, quand Xi Jinping lui a dit « Mais enfin, Monsieur le Président, pourquoi vous n'acceptez pas qu'il y ait 2 grandes puissances dans le monde ? On peut vivre avec 2 grandes puissances dans le monde. » Et Biden avait dit « Non, il ne peut y en avoir qu'une seule, c'est nous. Donc je vous ferai la guerre. » Voilà. Et évidemment, avec Trump, on y reviendra, c'est pas du tout ça, et Trump, il va faire autrement. Mais les Chinois, ils sont donc avec cette logique de défense 1/3, 2/3. Alors, il y a d'autres choses, mais ça, on n'a pas le temps de raconter tout ça. Donc, et ce pays, alors, sur le plan militaire, on s'aperçoit qu'il se développe aussi vite qu'il se développe sur le reste, parce qu'il progresse énormément. Vous savez, vous avez pu, peut-être là, on en a parlé récemment, il y a eu le grand salon militaire, si vous voulez un peu le Satori ou le Millipol chinois. Il y a eu un grand salon militaire en Chine, et tout le monde a dit c'est fantastique, c'est incroyable, c'est monstrueux, leurs avions ressemblent aux avions américains, enfin, on a dit ils copient tout. Mais c'est idiot. Les Chinois, bien sûr qu'ils copient tout, mais ils espionnent tout. Mais ils ont aussi une capacité de recherche interne considérable. Est-ce que vous savez que la première puissance du monde en dépôt de brevets l'année dernière, ça a été la Chine? Est-ce que vous savez quelle est la société au monde, le groupe au monde, qui a déposé le plus de brevets l'année dernière? Alors, je suis sûr que si je vous demande pas, je commence pas la question comme ça, vous allez me dire, c'est les GAFAM, c'est les Américains, ils sont formidables. Pas du tout. C'est Huawei. La société Huawei. Et c'est là où ils sont forts. Quand les Européens et les Américains ont bloqué Huawei sur la 5G, vous vous souvenez, l'histoire de la 5G? Bon, vous savez tous pourquoi, Les Américains avec Cisco, avec la 4G, espionnent tout le monde, puisqu'on peut écouter tout le monde avec la 4G. Du moins, avec les systèmes américains qui permettaient, ils pouvaient contrôler tout le monde. Quand ils ont vu arriver les Chinois avec la 5G, ils ont dit, mais c'est les Chinois qui vont écouter tout le monde. C'est insupportable. Donc,
Ils ont cassé la 5G de Huawei. Et ils ont bien joué, hein, parce que ça a joué à fond, ça s'est arrêté. Mais là où c'est intéressant, c'est que Huawei, il a dit, bon, ok, on a compris, bon, on va faire autre chose. Et ils ont complètement changé leur cap. Les microprocesseurs, ils sont maintenant au niveau N-1 par rapport aux microprocesseurs de Taïwan. Hein, donc ils ont fait une progression spectaculaire et les Américains en sont toujours parvenus d'ailleurs. Hein. Dans tous les domaines, ils ont surinvesti en innovation et en recherche. Et finalement, alors du coup, ça donne des brevets partout, ça donne des progrès considérables dans beaucoup de domaines. Et là, c'est eux. Et la meilleure preuve en est, c'est qu'il y a des domaines où aujourd'hui, dans le militaire, hein, ils sont, alors avec les Russes, c'est vrai, mais ils sont irrattrapables pour le moment. Enfin, du moins, on ne sait pas les arrêter. Et en particulier, c'est ce qu'on appelle les engins, les missiles ou autres hypersoniques. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Hein. Vous savez que maintenant, les Russes ont fait des tests en Ukraine. Bon, les Chinois ont montré qu'ils en avaient, qu'ils pouvaient avoir les mêmes choses avec leur matériel. En réalité, ce sont des engins, on ne peut pas appeler ça autrement, hein, qui volent à des vitesses dans l'atmosphère, hein, à des vitesses de 6 à 10 000 km/h. Ce qui est, nous ne savons pas faire. Même si c'est un Français qui a inventé la technologie, mais comme toujours en France, on n'y a pas cru. Bah, résultat, c'est les Russes et les Chinois qui ont pris le dossier, qui ont continué à travailler dessus, et qui aujourd'hui ont des engins qui vont à cette vitesse-là. Alors vous me dites, et quand je parle des engins, c'est bien sûr, c'est les avions, c'est les missiles, et c'est les missiles atomiques, c'est-à-dire ceux qui, vous savez, qui descendent, quand on tire maintenant des fusées avec des chars nucléaires, il y a une multitude de charges en même temps, de manière à gêner l'adversaire, et en plus, ces charges, au lieu de descendre normalement, elles zigzaguent. Donc c'est extrêmement difficile de les arrêter. Mais là, il y a un complément de tout ça, c'est qu'en plus, ça va trop vite. Nos systèmes de défense sont incapables d'arrêter des engins qui vont à plus de 2000, 2500 km/h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est une des raisons pour lesquelles, les Américains sont très prudents dans les guerres actuelles. Ils ont un trou dans la raquette. Aujourd'hui, les Chinois et les Russes sont capables de se faire, quand ils veulent, un porte-avions américain sans qu'on puisse répliquer. Ennuyeux quand même. Donc sur le plan de la défense occidentale a un vrai problème. C'est pour ça que vous remarquerez la prudence des Américains en particulier, quand ils disent attention avec la guerre contre les uns ou les autres. Bien sûr, les Américains ne veulent pas faire la guerre aujourd'hui contre les Chinois et les Russes, parce qu'ils savent qu'il y aurait des pertes énormes chez eux. Et oui. Alors, à marche forcée, on essaie maintenant de trouver et de faire des engins hypersoniques comme les autres, et mais on est encore très loin. Les Français commencent, on a fait des essais à Biscarrosse il y a peu de temps, les Américains ont annoncé un premier tir à peu près réussi il y a un mois. Donc vous voyez, donc tout ça, donc les Chinois, c'est une entité très intéressante. Et alors, l'arrivée de l'Inde, qui ne voulait pas jouer avec eux sur la partie douanière, qui ne voulait pas jouer du tout avec, et qui voulait rester séparés, parce que ce sont des nationalistes, un modiste, un nationaliste du pur et dur, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, comme vous avez pu voir, le président Trump a dit à Modi, le grand nationaliste, donc chef de l'Inde, patron de l'Inde, il lui a dit il faut arrêter d'acheter du pétrole russe, hein, et comme vous ne voulez pas, je vous mets 50% de taxes. C'est là où on voit les limites de la menace et du bras de fer. L'Indien, il a dit moi, la prochaine deuxième puissance mondiale, on ose me menacer, eh ben pas de problème, je mets avec la première, je vais avec les Chinois. Et donc, on vient d'assister, c'est ça qui est fondamental, on vient d'assister au rapprochement de l'Inde et de la Chine et de la Russie dans le cadre de l'OCS, et pire encore, comme disent les Anglais, adding insult to injury, hein, pire encore, ils ont invité les gens des BRICS et il y avait les Brésiliens, il y avait les Égyptiens, par exemple, hein, tous les gens, ils étaient tous là pour dire, mais on fait équipe, on est tous ensemble. Monsieur Lula, dont on nous dit en France, un grand ami de la France, permettez-moi de rigoler. Hein. Il était bien là-bas, il a bien signé les accords là-bas.
Et dans l'accord général, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vous disais tout à l'heure, ils disaient on veut la mondialisation, mais et la multipolarisation, on n'est pas comme les Américains, mais qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? Ils ont dit aussi il faut refaire complètement l'ONU. L'ONU actuelle ne peut plus continuer comme ça. C'est pas logique que 5 pays qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale en 1945 continuent à vouloir diriger le monde alors qu'on est plus gros qu'eux. Ils n'ont pas tort, entre nous. Quand on voit ce qui se passe, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ils ont dit il faut changer complètement l'ONU, il faut le refondre complètement. Et puis ils ont dit deux autres choses qui sont fondamentales. La première, c'est il est temps qu'on ait une banque de tous les pays de l'OCS et des BRICS qui soit indépendante du FMI. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sorte du piège du dollar. Donc ils ont annoncé deux choses énormes, dédollarisation, d'une part, et création d'une banque mondiale qui s'occupera de gérer l'argent de ces pays-là. Donc il y a deux révolutions considérables qui viennent de se faire et personne n'en parle. Vous voyez? Et pourtant, quand je le verrai à la réunion du G7, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette partie du monde vient de prendre le pouvoir au niveau du monde. Après 500 ans de domination occidentale, depuis 1492, ou pour les puristes, le traité de Tordesillas, qui a séparé le monde entre la partie pour les Portugais à l'est et la partie pour les Espagnols à l'ouest. Mais depuis ce moment-là, on a cru en toute bonne foi et on a imposé notre vision au monde. C'est fini. Donc il est temps de regarder les choses en face et d'arrêter, si vous voulez, de s'imaginer qu'on va pouvoir continuer en bougeant les petits bras et en disant on est les plus forts. C'est fini. C'est vraiment fini. Et alors, il y en a qui l'ont compris. Erdogan, celui-là est extraordinaire, Erdogan. Il est dans l'OTAN, pas mal. C'est lui, au moment des sanctions, quand on a sanctionné la Russie, les sanctions successives, c'est lui qui a récupéré tout ce qu'on ne voulait plus envoyer en Russie, il le fait maintenant depuis la Turquie. Donc ça a relancé le développement extérieur de la Turquie. Pas mal. Bon, il était à OCS, et tout en étant dans l'OTAN, il dit, attendez, moi je veux rentrer dans les BRICS, et donc je veux rentrer dans votre organisation. À quoi les autres étaient quand même du côté américain. Non, mais regardez, je suis pas si bien que ça avec eux, et c'est vrai, quand il a acheté des S-400 russes pour protéger ses aéroports contre les Américains ils n'ont pas aimé du tout. Mais comme c'est la plus grosse aujourd'hui, c'est la plus grosse armée dans l'OTAN, et de loin, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'il est très fort. Il faut attendre que la Pologne devienne la première armée de l'OTAN pour qu'on puisse envisager des changements. Et il faudra quand même encore un peu de temps. Alors, donc, tout ça est en train de bouger. Alors en face, bien sûr, et ça contribue parce qu'il y a une espèce aussi de tension entre les deux, vous avez l'Amérique et l'Amérique de Trump. Alors, je racontais avec quelqu'un ici tout à l'heure, on en parlait, bien avant qu'il soit élu, on avait fait une conférence au Maroc, et je leur avais dit, Trump il est élu, ils m'avaient tous regardé en disant il est fou. Je leur avais dit non, c'est sûr. Mais vous ne regardez que les informations d'ici, vous n'écoutez des journalistes qui connaissent l'Amérique, mais qui connaissent Washington, New York et la Californie. Et si vous voulez savoir comment vote l'Amérique, c'est pas New York, c'est pas Washington, c'est pas la Californie, c'est le reste de l'Amérique. Ce qu'on appelle l'Amérique profonde. Et l'Amérique profonde, elle est trumpiste à 100%. Il faut le savoir. On a vu un raz-de-marée. Alors les gens disaient c'est pas croyable. Mais non, c'est le contraire qui est vrai. Comment les gens n'ont pas compris que ça allait se passer comme ça? Pourquoi? Parce que l'Amérique, c'est pas l'Europe. L'Amérique, d'abord, faut pas l'oublier, c'est 20% de gens sous le seuil de pauvreté. Nous, on monte actuellement. On a passé les 15%. Mais ils sont à 20% du seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'il y a toute une tranche de l'Amérique qui est très pauvre. Et cette tranche de l'Amérique très pauvre, elle cherche du travail, elle a besoin d'emploi, elle a besoin de gagner un petit peu pour manger. Donc, il faut trouver des astuces qui vont permettre
de leur donner du travail et qu'ils puissent manger. C'est d'autant plus vrai qu'en Amérique, vous avez les retraités. La plupart des retraités, comme vous savez, il y a eu la crise des subprimes. Aux États-Unis, il n'y a pas de retraite de la sécurité sociale. Hein. C'est les compagnies d'assurance pour lesquelles vous cotisez, hein, qui vous font leur retraite. Mais comme les compagnies d'assurance ont été ruinées dans le cadre des subprimes, il y a quantité d'Américains qui ont tout perdu et qui n'ont pas de retraite. Aujourd'hui, dans les McDonald's, en France, les McDonald's, les McDo ou autres, hein, Kentucky Fried Chicken, ce que vous voudrez, hein, vous voyez des jeunes étudiants qui se font un peu d'argent. Allez aux États-Unis, c'est pas des étudiants, hein, c'est des gens de 70, 80 ans qui travaillent dans les McDo et ailleurs, parce que c'est des petits boulots qui leur permettent de vivre et de survivre. Donc c'est pas du tout comme chez nous. Alors ces gens-là, eh ben eux, ils sont pas d'accord quand ils voient. Ils disent on dépense de l'argent pour faire la guerre à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de ce qui se passe? Pourquoi être le gendarme du monde? On n'a pas besoin, nous. On laisse les gens s'entretuer et puis nous, on reste tranquille. Pourquoi on laisse tant d'immigration qui nous prennent notre boulot à nous, les pauvres malheureux, on crève de faim? Il faut arrêter l'immigration. Et vous apercevez que le système, si vous voulez, intérieur, l'Amérique profonde, elle dit il faut changer toutes les règles du jeu. Et là est arrivé Trump qui a dit, c'est moi, MAGA, Make America Great Again, hein, et qui dit moi je vais appliquer tout ça. Et en réalité, ce qui nous choque, nous, hein, ce qui nous choque, parce que c'est vrai que le personnage est discutable, hein, mais ce qui nous choque, en réalité, choque pas du tout l'Amérique. Parce qu'au contraire, l'Amérique trouve qu'il est formidable. Le discours qu'il a fait à l'ONU, je lisais hier le discours à l'ONU du président Trump, les commentaires en France, c'est incroyable. La brutalité du président Trump, il est épouvantable et tout. Alors écoutez, lisez les journaux américains, achetez-vous le Washington Post et les autres pour prendre un journal quand même sérieux. Hein. Bon, lisez les commentaires, ils sont dithyrambiques. Ils sont dithyrambiques. Il dit mais il est formidable, enfin quelqu'un qui dit la vérité au monde. Eh oui. Donc on est complètement dans quelque chose qui est différent de chez nous. Et lui, qu'est-ce qu'il dit, Trump, en définitive, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, on a laissé nos entreprises, les Européens aussi, hein, on a laissé nos entreprises partir à l'étranger pour gagner sur les coûts. C'est fini. Elles reviennent chez nous. Si elles ne veulent pas, je les surtaxe. La taxe dont on parle, les fameux 15% et autres, on parle que de nous. Mais permettez-moi de vous rappeler que ça touche aussi les entreprises américaines installées en Europe. Les plus touchés par la taxe à 15%, ce sont les GAFAM installés en Irlande. Parce qu'ils étaient en Irlande, ils ne payaient pas d'impôts, et oui, parce que l'Irlande voulait les attirer, avait fait ça, hein, et puis maintenant, la production, quand elle part aux États-Unis, boum. La Chine, Facebook, enfin vous savez, Meta, hein, Meta avec Zuckerberg, Meta, il fait pratiquement tout ce qu'il fait, c'est fabriqué en Chine. Eh bien là, il va falloir qu'ils payent. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Les taxes, c'est pour faire revenir les entreprises américaines aux États-Unis, et pour les autres, pour leur dire, j'en ai marre de vous faire des cadeaux, vous allez payer aussi, ou alors venez vous installer aux États-Unis. Et c'est ce qui est en train de se passer. Si vous regardez en France, Bernard Arnault a dit oui, je vais faire des choses aux États-Unis. Saad de la CGM a mis plusieurs milliards, hein, carrément. Alors lui, il a carrément dit je mets les milliards. Hein, et à ce moment-là, l'Amérique dit mais on vous aime. Et oui, c'est simple. Venez chez nous et puis là vous allez pouvoir en profiter. Mais nous, on va être les grands gagnants de l'opération. Donc, il y a cette volonté américaine, si vous voulez, de Trump, de faire revenir tout le monde en surtaxant. Ça lui rééquilibre sa balance du commerce extérieur. Vous savez que c'est la première fois depuis 1920, au mois d'août, hein, on n'est pas encore, on n'a pas fini, hein, c'est la première fois depuis 1920 que la balance du commerce extérieur américaine est positive. C'est-à-dire qu'il gagne de l'argent. Depuis, ils perdaient des sommes folles avec leurs histoires. C'est fini. Et donc, bien sûr, à partir du moment où il gagne de ce côté-là, eh ben, le pari de Trump, alors après je vais dire ce que c'est un pari, hein, il va donc pouvoir relancer l'économie interne américaine, ça commence, à tous les points de vue, et donc il va à ce moment-là avoir la population qu'il a élue,
qui va le pousser encore plus. Alors bien sûr, il peut échouer. Il faut dire les choses comme elles sont. Il peut échouer parce que il n'est pas facile à gérer lui-même. Et puis, il a un frein terrible, c'est qu'il a quand même toute l'administration pro-démocrate qui freine des cas de fer. C'est normal. Alors vous avez vu que là, il emploie des moyens brutaux, je dirais, c'est le moins qu'on puisse dire, pour nettoyer tout ça, de manière à être sûr que les mesures qu'il préconise vont être appliquées. Alors, le pari, parce qu'on est aux États-Unis, on n'est pas en France, le pari, ça va être les midterms, les élections midterms qui ont lieu l'année prochaine. Normalement, les présidents américains perdent toujours les midterms, sauf, c'est Reagan qui les avait gagnés. Depuis Reagan, ils ont tous perdu les midterms. Et le pari de Trump, c'est de gagner les midterms. S'il gagne les midterms, c'est-à-dire que si les efforts qu'il a faits donnent suffisamment de résultats et que la population américaine confirme le vote de l'élection de Trump, alors là, il a gagné, mais beaucoup plus que vous ne le pensez, parce que ça veut dire que 3 ans plus tard, même moins 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, à l'élection présidentielle suivante, Cyrus Vance, qui est son vice-président, se présentera. Il sera bien entendu élu. Si lui réussit au mi-terme, l'autre est sûr d'être élu la fois suivante. Et comme il est jeune, il pourra se représenter. Donc vous m'avez bien compris, si Trump réussit le coup des mi-termes, l'Amérique, dans sa politique actuelle, est là pour au moins 12 ans. C'est ça qu'il faut voir. Alors vous me direz, ah oui, mais les démocrates peuvent réagir. C'est pas vrai. Les démocrates ne peuvent pas réagir parce que les démocrates se sont pris les pieds dans le tapis, c'est le moins qu'on puisse dire, de 2 manières. D'abord, effectivement, et là, Kamala Harris vient de faire un livre qui est, dans le fond, incendiaire, c'est les mémoires de sa campagne. Parce que quand on le lit, on s'aperçoit que tout le monde savait que Trump était gâteux, mais que malgré tout, pour des intérêts de l'État profond, ils ont décidé de le garder, et que c'était une erreur colossale, parce qu'en définitive, ils ont laissé la porte ouverte à Trump qui en a profité, ça c'est clair. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait que Trump, il a fait un truc auquel personne n'avait pensé, et entre parenthèses en France non plus, mais ça devrait nous servir de leçon pour les prochaines élections, c'est que Trump, vous avez vu, quand il a été élu, en 2 jours, il a sorti un peu moins d'une centaine de ce qu'on appelle des executive orders, c'est-à-dire qu'il a refondu toute l'Amérique en 2 jours. Je vous rappelle que nous, en France, on dit qu'un président, il a 100 jours pour changer la France. Entre parenthèses, on a dit ça depuis 3 présidents, mais ça n'a rien changé du tout. Enfin bon, peu importe. Mais vous avez donc, là, on s'aperçoit que la technique, elle est la bonne. La vraie technique maintenant, c'est d'arriver et en 2 jours, de tout imposer. Parce qu'à ce moment-là, les gens en face, ils ne peuvent pas réagir. La dynamique de l'élection fait qu'ils sont écrasés, et d'un autre côté, ça va tellement vite qu'ils ne peuvent pas répondre. Et donc, ils sont piégés. C'est ce qui s'est passé avec les démocrates, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous le voyez aux États-Unis, les démocrates flottent. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors en plus, les républicains leur tapent dessus, évidemment, un bras raccourci. Pour continuer sur les États-Unis. Les États-Unis, je vous disais tout à l'heure, ils ont dirigé le monde, et continuent à être, on le voit bien, très influents, très importants. Ils ont dirigé le monde, mais en s'appuyant sur le commerce et en s'appuyant également sur le militaire. La force américaine, l'armée américaine, on en parlait tout à l'heure. Mais si on regarde maintenant un petit peu plus loin, l'Amérique, elle a fait, États-Unis, on fait 52 guerres depuis 1945. C'est le pays le plus belliqueux qu'on ait jamais connu dans l'histoire. En tout cas depuis 2000 ans. À côté, les Romains ou les Égyptiens, c'était des rigolos. Et pourtant, les Romains, ils ont fait pas mal. Mais c'était rien par rapport aux Américains. Les Américains, ils ont fait la guerre partout, mais comme le rappelait un de mes camarades, hier soir à un dîner, on était tous les deux en dîner-débat, ce qui est terrible, c'est que sur 52 guerres, ils en ont gagné une.
malgré leur budget énorme. Et quelle guerre, alors pour la petite histoire pour vous, quelle guerre ils ont gagné, je ne sais pas si vous le savez, c'est la conquête de l'île de la Grenade, aux Caraïbes. C'est un exploit militaire sur 6000 personnes comme habitants, donc il ne faut quand même pas exagérer. Toutes les autres, ils les ont perdues ou ils ont dû négocier un arrêt. Alors, Trump, il a parfaitement compris ça. Et Trump, ce n'est pas un guerrier. Ça, là-dessus, il faut être bien précis. À la différence des autres avant, Obama, il aimait la guerre, encore qu'il l'a arrêté en Syrie, en disant « Les Français, vous êtes en train de vous entraîner dans un truc de fou, il faut arrêter. » Bon. Mais sinon, vous regardez, ils ont tous été des guerriers. Hein. Là, on en a un qui n'aime pas la guerre. Et je vais vous dire comment on l'a su. Petite histoire. Pendant son premier mandat, des Irakiens hein, du Hezbollah, enfin la branche irakienne, hein, la branche irakienne fait un attentat contre une base américaine. Il y a 2 morts américains, soldats américains. Bien sûr, l'armée américaine, elle fait comme elle fait toujours, on fait un plan d'attaque et on dit on va écraser à l'américaine, on va écraser toute une zone d'où est partie l'attaque. Bon. Alors, comme toujours aussi, on vient rendre compte au président Trump et on lui dit « Monsieur le Président, on a perdu 2 gars dans un camp là-bas, hein, ben on a préparé la réponse, vous donnez le feu vert, ce soir on l'a fait. » Alors, Trump lui dit « Ouais, très bien », il se fait expliquer le plan et tout. Bon, très bien, c'est parfait. Et puis, à la fin, Trump il dit « Mais attendez, combien il y aura de morts ?» Et les autres ils disent « 100, 200, 300 ». Hein? Et Trump il dit « Mais vous êtes fous? Pour 2 morts chez nous, vous allez tuer 200 ou 300 personnes ailleurs? Mais c'est inacceptable, j'interdis l'opération. » Et ce jour-là, on a compris que Trump, c'était pas un guerrier et que c'était un homme de deal. Il aimait négocier, il a pas la force, la peur, tout ce que vous voudrez, mais c'est pas un homme qui fait la guerre. Et du coup, pour marquer, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, alors certes, il dit qu'il veut le prix Nobel de la paix, mais entre parenthèses, pourquoi il ne l'aurait pas? On l'a donné à Obama qui n'avait rien fait. On ne voit pas pourquoi lui on ne lui donnerait pas. Ça, en fond, tout ça, c'est de la rigolade. Non, ce qui est intéressant, c'est que depuis, il essaie, à sa manière, d'arranger toutes les guerres. Alors, il y arrive plus ou moins, hein, ça c'est sûr, parce que c'est à la Trump. Hein, il dit, moi, on a signé, on est d'accord, et puis après, on s'aperçoit qu'il y a 20 ou 30% ou 40% de succès. Mais il fait quand même bouger les choses dans le sens de la paix, ça c'est indiscutable. Et on en reparlera pour l'Europe avec l'Ukraine. Il est clair que pour lui, l'affaire, elle est pliée. Hein. Bon. Et on va le voir pour le Moyen-Orient, puisque hier, Wildorf, le négociateur américain, a annoncé qu'ils avaient un plan de paix pour toute la région, Israël et toute la région, un plan de paix en 21 points, pour lequel il y avait déjà l'accord des pays arabes. Alors comme Netanyahou vient aujourd'hui faire un discours qui va être forcément belliqueux à l'ONU, je pense que demain, il va se faire remonter les bretelles à la Maison-Blanche. Ça va se passer comme ça se passe à chaque fois. Hein. Il y a les déclarations extérieures et puis après on vous dit il faut se calmer, on fait ça et ça. Un peu comme ça s'est passé en Iran, parce que vous avez vu que Netanyahou en Iran, il a lancé la guerre en Iran parce qu'il fallait qu'il continue. La guerre à Gaza, elle s'arrêtait. La guerre au Liban, il ne pouvait plus continuer, c'était fini. Donc il fallait continuer la guerre par tous les moyens. Donc il a eu l'idée d'aller sur l'Iran. Parce que c'est ça. Il n'y avait pas plus de risque que l'explosion d'une arme atomique iranienne dans les 15 jours ou dans les 2 mois, hein, qu'il y en a eu il y a 2 ou 3 ans. Hein. Ils sont toujours pas là. Quand on est à 60%, là aussi, s'il y a des spécialistes, ils le savent, lorsqu'on est à 60 ou 65% de raffinage de l'uranium, de concentration de l'uranium, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faut. Il faut passer à plus de 90%. Ça ne se fait pas en 1 heure. Donc tout ça, il y a un habillage, si vous voulez. Moi, l'habillage qui a été fait, c'était pour continuer la guerre, parce que Netanyahou sait que le jour où la guerre s'arrête, il part en tôle. C'est ça la réalité. Parce que en Israël, lui et sa femme, surtout lui, ils sont accusés de corruption. Prouvé. Je précise tout de suite par rapport à toute référence. Bref, donc c'est prouvé et il le sait.
tout le monde sait que le jour où ça s'arrête... Alors lui, il ne veut pas s'arrêter. Mais on le comprend. Hein. C'est plus sympa de faire la guerre que d'aller en tôle. Hein. Donc, c'est le problème actuel. Hein. Ils sont aujourd'hui... Donc, Netanyahou n'a pas envie de faire la paix, et pour cause. Et par contre, Trump, il veut faire la paix, parce que lui, il a un vrai problème, Trump, avec le Moyen-Orient. C'est que c'est une zone du monde qui est en perpétuel conflit, et lui, il veut plus de conflit. Il veut pouvoir retirer les boys et avoir la paix. Il veut revenir sur l'Amérique en application de la fameuse doctrine de Monroe. Donc, il est dans cette logique-là, et il essaie de trouver une solution. C'est pour ça que ça va être très... Suivez bien ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, ça va être très intéressant. Au niveau du Moyen-Orient, en particulier, en plus, avec l'aide, avec l'appui des Émiratis, avec l'appui des Saoudiens, et puis maintenant des Syriens aussi, hein, parce que les Émiratis ont réussi à convaincre Israël qu'il fallait passer un accord avec les Syriens. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et il faut se dire, ça aussi pour nous, Européens, et là pour les entreprises, c'est très important, c'est que le jour où il y a la paix, le jour où Israël et les pays arabes sont en paix, à ce moment-là, le marché du Moyen-Orient va devenir un énorme marché. Il n'y aura pas uniquement que l'Arabie saoudite et les Émirats. Hein. Tous ces pays sont des pays avec un très fort potentiel de développement. Donc ça va être intéressant pour nous, ça va être de vrais marchés. Donc il faut surveiller très attentivement ce qui se passe, parce que quand ça va s'ouvrir, il va y avoir des opportunités. Et la France n'est pas si mal vue que ça dans tous ces pays-là, non pas grâce au président actuel, à son prédécesseur, à son très ancien prédécesseur, hein, en réalité, c'est à cause de Chirac et de la position de Chirac pour la guerre en Irak. Pour tout le monde arabe, la position française, quand on a refusé de faire la guerre en Irak, reste une référence en disant les Français étaient les seuls capables de tenir tête aux Américains. Bon, que les choses ont changé, mais ça reste dans l'inconscient collectif des gens là-bas. Bon, et ça, c'est important. Alors, vous disiez, les États-Unis, ils sont aujourd'hui dans l'objectif de Trump, hein, c'est vraiment de redonner le goût de la vie avec le développement à l'intérieur des États-Unis, et pour ça, de résoudre tous les problèmes ailleurs pour pouvoir se replier. C'est ça son truc. Alors, c'est vrai qu'il est une loi. Alors, ça, si vous voulez en savoir plus, il faut savoir que Trump, alors on dit il est irrationnel, non, pas du tout. Trump, il applique une stratégie qui a été écrite, qui existe, hein, vous pouvez la trouver, par un think tank américain qui s'appelle la Heritage Foundation. Heritage Foundation. Heritage Foundation a tout expliqué, tout programmé, et ils sont en train de l'appliquer méthodiquement. Très intéressant. Parce que, donc Trump, il n'est pas facilement décodable. Ceux qui vous disent que Trump, il est irrationnel, c'est vraiment qu'ils n'ont pas fait le moindre effort pour comprendre, parce qu'on peut savoir ce qu'il va faire, ce qu'il va dire et autres. Et il faut comprendre, et comme en plus c'est un gars de l'immobilier, il faut aussi voir la démarche, si vous voulez. C'est toujours pareil, hein, c'est la démarche de l'appartement témoin, vous avez tous connu ça. Hein. On vous présente un appartement magnifique, en vous disant superbe et tout, bien sûr vous allez craquer, puis après quand vous voyez le réel, c'est pas exactement la même chose. C'est ça. Trump, il est comme ça. Hein, et tout le temps dans ses déclarations, quand il vient de dire avant-hier pour l'Ukraine, il vient de dire oh là là, mais Zelensky pourrait être capable de reprendre toute l'Ukraine et aller plus loin. Bon, il sait parfaitement que c'est rigoureusement impossible. Tout le monde le sait. Mais il n'empêche qu'il le dit, parce que c'est un message envoyé à Poutine en lui disant écoute, on s'est mis d'accord, mais ne continue pas trop fort, reste dans les limites de ce qu'on a imposé, parce que sinon, on pourrait vraiment changer la règle du jeu. C'est ça, c'est des annonces, si vous voulez, qu'il faut décoder, parce que le terme même de l'annonce ne correspond pas à ce qu'ils veulent vraiment. C'est simplement des messages en l'air qu'on envoie aux uns ou aux autres. Oui, j'aurais pu vous dire, mais sur l'Ukraine, c'est simple. Hein, l'accord d'Anchorage, ils ont discuté sur beaucoup de choses. Hein, il faut écouter Lavrov, là-dessus qu'il en a dit plus que les autres. Lavrov étant, vous savez, le ministre des Affaires étrangères russe, il en a dit plus que les autres dans une interview qui a été reproduite dans certains journaux américains et puis les journaux d'Arabie, un journal saoudien,
Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis d'accord sur un truc. C'est effectivement la Crimée, Donetsk et Lugansk, c'est pour les Russes, et il n'y a pas d'OTAN en Ukraine. Alors, quand je vous dis ça, il faut bien voir ce que ça veut dire. Ça veut dire par exemple qu'aucune troupe de l'OTAN ne pourra venir en Ukraine, maintenant ou plus tard. Ça veut dire que quand les Occidentaux disent on va envoyer des troupes, c'est de la fumisterie. On ne le fera pas. Ceux qui peuvent aller là-bas, ce sont les Népalais, les Ougandais, les Rwandais, enfin tous les pays qui n'ont rien à voir avec l'OTAN. Comme force de sécurité. Et oui, vous voulez. Alors, c'est là où on voit qu'on se fait manipuler dans tous les sens. Hein. Parce que tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Sur le coup de l'OTAN, ils sont tous d'accord. Et pour cause. Parce que quand on dit pas d'OTAN en Ukraine, c'est parce que l'Ukraine est à la pointe de l'Ukraine est à 200 km de Moscou. D'accord? Qu'est-ce que dit Poutine à Trump? Il dit, mais si tu veux maintenir l'OTAN à 200 km de Moscou, et moi je vais venir à Cuba et je vais mettre mes missiles. Vous vous en souvenez, il y a déjà eu une belle crise comme ça. On a failli avoir la guerre mondiale, parce que les Américains ont dit c'est insupportable d'avoir l'ennemi à 200 km. Donc ce qu'ils ont dit d'un côté, ben évidemment c'est pareil de l'autre. Et oui, un peu dans la vie, il faut regarder les choses en face. Hein. Alors, donc vous avez, donc ils se sont mis d'accord, et en définitive, en plus ça tombe bien, parce que c'était l'accord qu'avaient déjà négocié les Russes et les Ukrainiens 2 mois après le début de la guerre à Antalya. Antalya en Turquie, ils avaient négocié un accord. Malheureusement, Boris Johnson, l'anglais, a dit à Zelensky, il ne faut pas signer, on continue la guerre. Regardez le résultat. C'est dommage quand même, parce qu'entre-temps, il y a eu tout ce cortège de morts et de blessés, hein, civils et militaires, et c'est pas une réussite. Là, alors qu'on était pratiquement dans la situation où on est aujourd'hui. Alors, c'est pas... Je voudrais donc, mais on pourra revenir si ça vous intéresse dans des questions sur l'Ukraine. Donc, je vous disais, Trump, il est dans une logique de repli mais méthodique, hein, aux États-Unis pour se refaire une force et relancer son pays en interne. C'est ça qui l'intéresse. Hein. Et chaque fois qu'un pays n'est pas d'accord ou ne va pas dans le sens qu'il dit, alors il menace. Je vous parlais tout à l'heure de l'Inde, mais regardez l'accord qu'il a passé avec les Occidentaux, avec les Européens, avec Mme von der Leyen, hein, quand elle a été le voir pour négocier sur les conditions de la baisse des droits de douane et autres, hein, où il n'a rien baissé du tout, entre parenthèses, hein, mais il a obtenu 600 milliards d'achats de gaz et de pétrole américains. Vous avez vu ça, hein, vous l'avez vu ça, vous l'avez vu, on en a parlé en France, on en parle. Bon. Alors, question. Le gaz, vous savez que les Américains sont maintenant excédentaires et largement en gaz et en pétrole. Et c'est très bien, parce que pour Trump, il dit, bah, c'est comme ça, pour la balance du commerce extérieur, c'est excellent. OK. Il est tiré d'où ce gaz et ce pétrole? Du schiste. C'est exclusivement du pétrole et du gaz de schiste. Nous avons signé donc un accord pour importer en Europe 600 milliards de gaz et du pétrole de schiste. Est-ce que vous connaissez la loi française sur le schiste? Il est interdit d'identifier, d'explorer, d'exploiter et de vendre du gaz et du pétrole de schiste en France. C'est une loi que les écologistes nous ont amené à voter. Alors, question, on a une loi qu'on n'applique pas chez nous, parce que les Américains nous ont imposé une autre. Entre parenthèses, c'est pareil dans les autres pays d'Europe. Hein. La plupart des pays d'Europe, on a été le plus dur. Nous, hein. Les Anglais, ils peuvent exploiter le gaz de schiste, le pétrole. Les Allemands, ils peuvent prospecter. Ils peuvent pas le vendre, mais ils peuvent prospecter. Nous, tout est interdit. Eh ben, on va fonctionner au gaz et au pétrole de schiste. Et vous avez vu comment. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand on lui dit non, vous avez vu, il a dit ah mais alors je vous voulais pas acheter du. Les Indiens, par exemple, ne voulaient pas acheter, je vous mets 50% de taxes. Donc on voit bien que qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à développer, à rééquilibrer sa balance du commerce extérieur.
en utilisant tous les moyens possibles. Oui, tout ça. Et tout ça pour permettre d'avoir un niveau de vie, une situation économique meilleure à l'intérieur de l'Amérique. Alors, bien sûr, la conclusion pour les États-Unis, c'est quoi? Pour nous, par rapport aux États-Unis, c'est qu'il n'en a rien à faire de nous tous. Ça ne l'intéresse pas. Il pense qu'à l'Amérique, Amérique d'abord, Amérique toujours. Et il ne faut pas compter sur lui pour nous aider en quoi que ce soit. Les Chinois, c'est plus vicieux parce qu'eux, comme ils veulent faire du commerce, ils vont vous faire des sourires. Mais entre parenthèses, quand vous voyez par exemple en Chine, la Chine, vous voyez les Africains, la grande réunion annuelle que faisaient les Français avec les pays africains, on a arrêté, mais les Chinois l'ont repris. Tous les dirigeants africains sont reçus une fois par an à Pékin. Et c'est l'occasion de la grande distribution. Les Chinois donnent de l'argent à tout le monde. Bon, mais ce sont des Chinois. Ils ne font pas du commerce pour rien. Donc ils donnent de l'argent, mais ils vous disent, attention, c'est remboursable dans tant de temps. Si vous ne remboursez pas, hop, on prend quelque chose. Et mine de rien, ils sont en train de gagner partout. Ils sont malins, c'est malin. Donc oui, alors, je reviens sur l'Europe parce que maintenant, il faut que je termine là-dessus, je vous ai dit sur l'Europe. L'Europe, le problème, c'est que nous sommes sur un continent où les choses ne se passent pas du tout comme ça avait été prévu par, je dirais, après la guerre, par ceux qui ont cherché à trouver une solution commune. Et je pense au général de Gaulle et à Konrad Adenauer, l'Allemand, chancelier allemand, qui ne voulait plus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, l'idée de Gaulle et d'Adenauer, il faut relire leur mémoire, c'était de dire il faut qu'on trouve une solution pour qu'on ne se fasse plus la guerre. La guerre, c'est une chose horrible, il ne faut plus qu'on fasse la guerre, donc il faut qu'on trouve des solutions. Comment on peut faire? Il faut créer des liens entre nous plus forts. C'est ça l'histoire du couple franco-allemand, l'histoire du démarrage de l'Europe. D'abord marché commun, puis l'Union européenne. Or, qu'est-ce qui se passe quand on regarde aujourd'hui? On s'aperçoit qu'on a tout faux. Première chose d'abord, c'est que l'expérience montre qu'on peut se comprendre et s'entendre entre pays, entre citoyens qui partagent un certain nombre de valeurs. Nous sommes tous, le sud de l'Europe, je parlais tout à l'heure, on a été influencé par Grèce, par la Grèce, par Rome. Bon, on a, par la religion chrétienne, ou judéo-chrétienne, si vous voulez, on se comprend. On est proches les uns des autres. C'est vrai que, quand vous voyez les Italiens, les Français, les Espagnols, il n'y a pas beaucoup de différence. En se rapprochant des Allemands, c'était déjà autre chose, parce que les Allemands, on le sait bien, c'est des Germains, comme on dit. Les Germains sont des gens qui n'ont pas la même culture, la même sensibilité que la nôtre. Ne serait-ce d'ailleurs que, regardez sur le plan militaire, les pays du Sud, on a inventé la guérilla. La guérilla pour un Allemand, c'est inconcevable. Lui, c'est la Panzerdivision qui avance. Mais oui, mais c'est pas une image, c'est vrai. C'est un système, c'est structuré, c'est bloqué, alors que nous, c'est l'improvisation d'Astérix, vous savez, le village d'Astérix, vous connaissez tous, à l'assaut, tout le monde part dans tous les sens. Ça, c'est la France. Mais ça a son charme, mais ça a aussi son efficacité, parce que ça fait quand même pas mal de siècles qu'on tient comme ça. Alors, donc, l'Europe, partie sud, elle se connaît, elle a une culture commune, ça marche pas trop mal. La partie centrale, la partie germaine, je dirais, on est un peu différents, mais on se connaît quand même. Mais alors, avec la chute, en 90, avec la chute de l'Empire soviétique, on a récupéré toute une série de pays. Et là, on a un problème. C'est qu'ils ne sont pas du tout comme nous. Et pour une raison que je vais vous expliquer, qui est importante. Tous ces pays, qui faisaient partie de l'Europe d'une manière ou d'une autre, plus ou moins éloignés bien sûr de la nôtre, mais tous ces pays, on les a abandonnés, en tout cas avec l'accord de Yalta et les autres, on a abandonné ces pays-là à l'Union soviétique, et par notre choix, de 45 à 90, donc quand même, ça fait quand même 45 ans, pendant 45 ans, ces gens-là se sont retrouvés sous le joug communiste, et ça s'est mal passé. Alors, ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié que c'est nous qui les avons lâchés, qui ne les avons pas défendus.
Alors, il y en a, c'est pire encore, comme les Polonais, puisque les Polonais, nous, on les a lâchés après Napoléon, on les a lâchés après la guerre de 14, on les a encore relâchés après la guerre de 45. Comment voulez-vous qu'ils aient confiance en nous, alors que chaque fois, on les a abandonnés? Alors, ils n'ont pas confiance du tout. Et tous les pays du nord de l'Europe vous disent, quand vous allez là-bas, tous, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, tous, jusqu'à la Pologne, ils vous disent, nous, on n'a pas confiance en vous. Pour le plan militaire, on n'a confiance que dans les États-Unis. Donc pour eux, il faut être dans l'OTAN. Pour eux, il faut avoir les accords avec les États-Unis. Et il faut tout faire pour que les États-Unis soient convaincus qu'il faut les aider. D'où les investissements dans la partie nord de l'Europe, où tout le matériel militaire pratiquement est acheté aux États-Unis, à part un petit peu en Corée, et pratiquement rien dans le sud de l'Europe. Alors que c'est nous qui payons, parce que c'est nous qui leur envoyons l'argent pour l'acheter. Eh oui. Souvenez-vous de Chirac qui avait pris une colère épouvantable. Quand on a incorporé la Pologne à l'Europe, après la chute du mur de Berlin, on a envoyé de l'argent pour développer le niveau de vie de la Pologne, premier achat des F-16 américains. Chirac était furieux. Il dit, mais enfin, c'est scandaleux, on leur a donné de l'argent, ils achètent des F-16 au lieu d'aider la population à évoluer. Et à quoi les professionnels m'ont dit, mais le président, c'est normal. Leur problème pour eux, c'est pas le niveau de vie. C'est qu'ils ne retombent pas sous le joug des communistes. Et là, il faut bien reconnaître que c'est pas nous qui pourrons leur garantir. Même si on fait de belles paroles. Alors, donc vous disais ça parce que, en réalité, donc l'Europe actuelle, vous avez la tranche du Nord qui pense priorité défense avec les Américains. Vous avez la tranche du Sud, un autre, que les gars du Nord appellent le Club Med, parce qu'ils disent on ne fout rien, bon, et qu'on est toujours en vacances. Donc, eux, dans notre partie à nous, on est dans un système économique qui ne marche pas, qui marche très mal, il faut bien le dire. On n'arrive pas à avoir la croissance. Bon. Et sur le plan défensif, on n'a pas, à part les Français, il n'y a pas de défense. Par les Français et les Anglais, il n'y a pas de défense. Les gens ont supprimé la défense en disant je consacre les moyens que je devrais mettre à la défense sur le développement de mon économie, de mon bien-être, et évidemment. Et la contrepartie, c'est que les gens ne vont pas se défendre. Et vous avez la partie centrale avec l'Allemagne qui a été. Alors après. Depuis, ça a commencé avec Schröder, donc c'est un peu avant le XXIe siècle. Schröder était un type extraordinaire, Schröder. Schröder, s'il était socialiste, un SPD. Et quand il est arrivé comme chancelier au pouvoir, il s'est rendu compte qu'il était dans une situation très mauvaise parce qu'il y avait un déficit, à l'époque, beaucoup plus élevé que le déficit français. Et l'Allemagne ne marchait pas bien. Donc il a dit, il faut qu'on change tout. Il faut qu'on change l'administration de fond en comble, et il faut changer notre stratégie. Alors quand il a dit ça, il a expliqué, par exemple, la stratégie, elle serait à 3 axes. Ça, c'est intéressant pour la suite, vous allez voir. Il a dit, nous aurons les énergies, ça sera avec les Russes, la défense avec les Américains, bien entendu, et le commerce avec les Chinois. C'était l'axe. Bon. Et quand Mme Merkel est arrivée, elle n'a rien changé, alors qu'elle était de la CDU, ou une partie de l'autre côté, elle n'a rien changé à la politique de Schröder. Merkel, c'est la politique de Schröder, les 3 axes. Manque de peau, comme vous avez pu voir, quand on a coupé le gaz russe, ça a été fini, ça a posé un énorme problème, puisqu'il maintenant, les Allemands peuvent d'acheter du gaz américain, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est vendu très cher. Tiens, j'aurais pu vous dire tout à l'heure, vous savez que le gaz de schiste qu'on nous vend, qui arrive dans nos ports, des États-Unis, il nous est vendu au niveau des États plus cher qu'il est vendu à la pompe aux États-Unis. Quand même, Vous pouvez aller voir, si vous êtes aux États-Unis, vous regardez, vous verrez. C'est intéressant. C'est-à-dire que vraiment, ils gagnent beaucoup sur notre dos, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, il y a eu le gaz, ça a changé, parce qu'évidemment, en arrivant par les États-Unis, c'est pas la même chose. Et puis, au niveau du commerce avec la Chine, ça a changé parce que la Chine a changé de stratégie. Comme je vous ai dit, à un moment, elle a dit, ça y est, on a appris comment on fait de belles voitures, par exemple. C'est un bon exemple. Les Allemands étaient dominés sur le marché de la voiture. On a appris qu'on va faire de belles voitures. Maintenant, c'est nous qui allons occuper le monde avec nos voitures. Et c'est ce qui se passe.
Même en Allemagne, les voitures chinoises sont en train d'arriver en masse. Hein. Sans parler des voitures électriques, on a poussé en Europe, en oubliant complètement que ceux qui savaient faire les batteries, les seuls, c'était les Chinois. Hein, et que donc, comme c'est l'élément majeur d'une voiture électrique, eh ben, on dépendait totalement des Chinois pour le développement des voitures électriques. Bonjour l'indépendance et la souveraineté. Ça, c'est encore un... Mais tout ça parce que ce n'est pas réfléchi. Et je reviens là-dessus sur un problème majeur de notre Europe, c'est qu'on prend au niveau européen des quantités de décisions, c'est le moins qu'on puisse dire, trop sans nul doute, hein, mais que ces décisions ne sont jamais réfléchies, on ne pense pas aux conséquences de nos actes. Alors évidemment, le résultat, on le voit. Hein. Je pense tout à l'heure à la Chine, à l'Ukraine, quand Trump a vu nos dirigeants en leur disant 600 millions de gaz à acheter, mais il a aussi ajouté que pour la défense de l'Ukraine, ce n'était pas des forces occidentales qui étaient importantes, c'était qu'une armée ukrainienne forte, ce qui est vrai. Parce qu'en plus, ils sont bons soldats, les Ukrainiens, c'est des Cosaques. Hein. Dans l'ancien temps, on appelait ça les Cosaques. Hein. Donc c'est d'excellents soldats. Et Trump, il a eu raison, il a dit, écoutez, plutôt que d'envoyer des troupes qui ne sont pas entraînées et préparées, vous ferez beaucoup mieux de payer le matériel que nous avons besoin de l'armée ukrainienne. 100 milliards. Et on a passé un accord avec les Américains. On va effectivement équiper l'armée ukrainienne avec 100 milliards de moyens militaires, mais il est convenu avec les Américains que ce sera du matériel américain. Vous voyez ce que ça peut donner pour les Français, par exemple. On va payer l'armement de l'Ukraine, alors que nous avons des industries de défense en France sans utiliser nos industries de défense. Il y a quand même des questions à se poser, au moins qu'on puisse dire. Alors, mais là aussi, et j'en arrive au point un peu final de tout ça, c'est que pourquoi cette Europe fragmentée en trois morceaux, hein, l'Allemagne qui va très mal, comme vous avez pu voir, hein, et avec une montée en plus des populismes, hein, de l'AfD, qui est devenu le deuxième parti d'Allemagne. Hein. Je voyais la semaine dernière, vous avez vu les sondages. Hein. En Allemagne, maintenant, il y a effectivement le parti au pouvoir. Deuxième parti, c'est CDU. Deuxième parti, c'est l'AfD. Troisième parti, le SPD. Il grimpe à toute vitesse. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire que dans tous les pays de l'Europe, on a une montée populiste, parce que les gens se rendent compte, parce que c'est ça la montée populiste, que nos dirigeants ne pensent plus, n'arrivent plus à faire percevoir qu'ils s'intéressent aux gens du coin. Hein, le populisme, il monte quand les gens ont l'impression d'être oubliés par les élites. Et dans toute l'histoire du monde, ça a toujours été comme ça. Donc là, on est en plein dedans. Hein, quand les gens se sentent abandonnés, évidemment, ils vont vers ceux qui leur disent « viens chez moi », et parce qu'ils se laissent attirer, c'est normal. Hein. Alors, là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a cette Europe fragmentée en trois morceaux, avec une Commission européenne qui, au milieu de tout ça, doit évoluer, parce que ça ne marche pas bien, mais qui a tendance à vouloir assurer une présidentialisation de l'Europe. Vous voyez, Mme Merkel, par exemple, Mme von der Leyen, quand elle parle de défense, ça vous paraît normal, hein? Mais les traités qu'on a signés interdisent qu'elle parle de défense. Parce que la défense, c'est un domaine régalien qui est réservé à chacun des États. Donc comment peut-elle, ou comment la laisse-t-on parler de la défense en Europe, alors qu'elle n'a aucun droit de s'en mêler? Et c'est là où on voit que ça va mal. C'est que nos institutions ne se respectent plus même dans le type de traité. Hein. Alors ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que ça veut dire que la Commission européenne, elle a une opposition de plus en plus forte parce qu'un certain nombre de gens trouvent qu'elle prend trop de responsabilités. D'un autre côté, l'Europe, alors là, c'est les parlements européens, pour de bons motifs, hein, il faut pas toujours jeter la pierre sur les gens, pour de bons motifs, assortis des normes de plus en plus complexes, soi-disant pour unifier au niveau européen, mais qui se révèlent ingérables dans la plupart des pays. Et dans ce cadre-là, donc on a un système qui se révèle en définitive, qui pousse, je dirais, à ne pas bouger. Hein. On est dans un système qui pousse à l'immobilisme au moment, avec cette Europe-là, au moment où le reste du monde, ce que je viens de vous dire, est en train de changer de manière fondamentale.
Donc c'est très grave parce que nous sommes en grave difficulté, indiscutablement. Et pour les entreprises européennes, puisqu'on voit bien que si on continue comme ça, la croissance en Europe, on n'en aura pas. Donc le développement n'est pas de France, notre développement comme on l'a fait dans le passé. Notre développement n'est pas en Allemagne, parce que c'est ça, la France, le principal client de la France en exportation, c'est l'Allemagne. L'Allemagne allant mal, la France va mal. Bon. Et c'est valable dans beaucoup de pays d'Europe. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, il va falloir qu'on regarde sérieusement les zones du monde en dehors de l'Europe qui sont en train de se développer avec leurs spécificités, puisqu'on est dans un monde multipolarisé, et dans chacun de ces pôles qui sont différents, eh bien, il va falloir regarder s'il n'y a pas des opportunités en nous adaptant aux exigences de chacun de ces pôles. Vous voyez, c'est ça. Toute la problématique actuelle, elle est là. Parce que sur le plan politique, on décode très très bien ce qui se passe, sur le plan militaire aussi, et en définitive, c'est sur le plan économique que les choses peuvent évoluer maintenant, mais il faut regarder la réalité en face. Nous sommes dans une zone en crise, dans un pays en crise, là-dessus il n'y a pas de doute, et la seule solution, c'est de regarder les opportunités qui sont en train de s'ouvrir ailleurs. Or, il y en a en Afrique, il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Asie. Bien sûr, si vous allez en Asie, si vous allez en Chine, pratiquement toutes les places sont occupées. Mais vous regardez le développement du Vietnam à côté, par exemple, c'est impressionnant. Regardez le développement de la Thaïlande, c'est impressionnant. L'Indonésie, mais là on s'y est enfin intéressé en France. L'Indonésie, 4e puissance mondiale dans moins de 50 ans, car en 45 ans, 4e puissance mondiale, ça vaut le coup d'y aller.